Alors bonjour et bienvenue dans une nouvelle leçon de physique, les systèmes mécaniques oscillants. Paragraphe grand 1, présentation des systèmes mécaniques oscillants. Premièrement, définition. Un système mécanique oscillant est un système animé d'un mouvement de va-et-vient autour d'une position d'équilibre. Un tel mouvement est dit périodique. Exemple d'oscillateur mécanique. On va commencer par le premier exemple, le pendule élastique. Le pendule élastique est un système constitué d'un ressort de masse négligeable de constante durée de K et de longueur à vide L0. La longueur à vide, c'est la longueur des ressorts lorsqu'aucun corps n'est accroché à ce ressort. Et dont une extrémité est fixe et l'autre extrémité est attachée à un solide de masse petit m. Donc, on distingue trois types de pendules élastiques. Le pendule élastique horizontal, le pendule élastique incliné et le pendule élastique vertical. Donc on va voir une petite simulation du pendule élastique horizontal. Donc un ressort, la première extrémité est fixe, la deuxième extrémité elle est reliée à un solide S. La position lorsque le solide est immobile s'appelle la position d'équilibre. Il est repéré par l'abscisse x égale à 0. Donc on va écarter le solide de sa position d'équilibre d'une distance, par exemple 10 cm, puis on le libère. Donc il va effectuer un mouvement de va-et-vient autour de sa position d'équilibre, c'est la position qui correspond à x égale à 0. Donc il s'agit bien d'un oscillateur mécanique, puisqu'il effectue un mouvement de va-et-vient entre deux positions maximale et minimale. On va voir le pendule élastique vertical. Donc, un ressort en position verticale. La première extrémité est fixe, la deuxième extrémité elle est reliée, attachée à un solide S. Donc on écarte le solide de sa position d'équilibre. On remarque qu'elle va effectuer un mouvement de va-et-vient. La même chose pour le deuxième. Donc il s'agit bien d'un oscillateur mécanique. Alors, à quoi est dit ce mouvement de solide S? Il est du fait que le ressort exerce sur le solide une force de rappel grand F, qu'on appelle la tension de ressort. Sous forme vectorielle, cette force s'écrit sous la forme le vecteur F égale moins K delta L fois I. Et la norme de la tension de ressort est F égale K fois la valeur absolue de delta L. Avec K, constante de Rieder, qui est une constante positive qui caractérise le ressort. Donc chaque ressort est caractérisé par sa constante de Rieder, qui s'exprime soit en newton-mètre moins 1 ou kg seconde moins 2. Delta L, on appelle l'allongement des ressorts, s'exprime en mètres. Delta L égale à L moins L0, avec L la longueur des ressorts à l'instant T, et L0 sa longueur à vide, c'est-à-dire sa longueur lorsqu'aucun corps n'est relié à ce ressort. I, un vecteur unitaire orienté de l'extrémité fixe des ressorts vers son extrémité libre. Donc, dans ce cas, l'extrémité fixe, l'extrémité libre, donc I est dirigé dans ce sens. I. Deuxième exemple, donc I, elle est orientée dans ce sens. Toujours de l'extrémité fixe vers l'extrémité libre. Donc I, dans le troisième cas, pardon, le vecteur unitaire, elle est orientée dans ce sens. Donc remarque, la force de rappel, elle tend à ramener le solide vers sa position d'équilibre. Voilà, comme ça, donc on va voir un exemple. Donc sur la figure, on a trois situations. La situation au milieu, c'est la position d'équilibre. Donc l'allongement delta L des ressorts est nul. Et la force exercée par le ressort sur le solide est nulle, puisque L moins L0 égale à 0. Donc L égale à L0. Donc la force de rappel est nulle. Dans la position 2, le ressort elle est étiré. Donc sa longueur L est supérieure à sa longueur à vide L0. Donc L supérieure à L0. Donc son allongement delta L sera
positif. D'après l'expression vectorielle, F égale moins K delta L fois I, delta L positif, K positif, donc F et I auront un sens opposé. F égale moins K delta L fois I avec K delta L positif, donc le sens de F est opposé à celui de I. Donc le vecteur unitaire I, la force F dans l'autre sens. Et ici, le premier cas, le ressort est comprimé, c'est-à-dire que L, la longueur de ressort, est inférieure à L0. Donc delta L qui est égal à L moins L0 sera négatif. Donc c'est delta L est négatif. Donc moins K fois delta L sera positif. Donc F et I auront le même sens. Donc c'est le cas où le ressort est comprimé. Donc F a le même sens que le vecteur unitaire I. Donc remarquez que dans les deux cas, premier cas et deuxième cas, toujours la force de rappel tend à ramener le corps vers sa position d'équilibre. La position d'équilibre, c'est cette position. Donc la position d'équilibre, elle est repérée par O. Donc le premier cas, F orienté vers la droite, il est orienté vers la position d'équilibre lorsque le ressort est comprimé. Deuxième cas, lorsque le ressort est étiré, donc la force F orientée vers la gauche, toujours orientée vers la position d'équilibre. Donc dans tous les cas, la force de rappel ou la force exercée par le ressort sur le solide, elle tend toujours à ramener le solide vers sa position d'équilibre. C'est pour cela qu'on appelle la force de rappel. Donc on va voir la simulation. La force F représentée par la flèche bleue. Par exemple, dans ce cas, le ressort est allongé. Donc L final supérieur à L0. La force F orientée vers la gauche est orientée toujours vers la position d'équilibre, repérée par x égale à 0. C'est ça la position d'équilibre. Lorsque le ressort est étiré, donc la force F dirigée vers la droite, toujours orientée vers la position d'équilibre. Donc le sens de F change. Donc F c'est pas une force constante, elle varie à chaque instant t et son sens varie aussi selon que le ressort est étiré ou il est allongé. Dans tous les cas, toujours la force F s'oriente vers la position d'équilibre. Toujours F dirigé vers la position d'équilibre. Le pendule, deuxième pendule, c'est le pendule de torsion. Alors, un pendule de torsion est constitué d'un fil métallique de constante de torsion C et d'une barre homogène AB fixée en son centre d'inertie G à l'une des extrémités du fil. Donc un fil avec une barre, le fil est relié avec la barre au point G qui est le centre d'inertie de la barre. Le pendule de torsion aussi sous l'effet de couple de rappel, on appelle ça le couple de torsion. Couple de torsion exercé par le fil métallique. Son moment est mc égale moins c fois θ. C'est le moment de couple de torsion. Moment de couple de torsion. Du couple de torsion. Donc on note MC. Couple de torsion. Donc le moment où le couple de torsion a pour moment MC égale moins C fois θ avec C constante positive. θ c'est l'angle de torsion. Ça s'exprime en newton mètre par radian. Donc l'unité de C vient de cette relation C égale moins MC sur θ. Le moment s'exprime en newton par mètre et θ s'exprime en radium. Donc l'unité de C c'est newton mètre par radium ou bien newton mètre radium moins 1. Donc on va voir une petite simulation des pendules de torsion. On dit qu'il est formé par un fil relié avec une barre, donc un fil métallique de constante torsion C relié avec une barre
qui est en rouge. Le fil est relié avec la barre. En son centre d'inertie, G, on va écarter la barre de sa position d'équilibre. Le couple de torsion va toujours essayer de ramener la barre vers sa position d'équilibre. Donc, il va effectuer un mouvement oscillatoire autour de sa position d'équilibre. Donc, c'est ça le moment de, pardon, le pendule de torsion. Donc, le pendule de torsion, il va osciller sur l'effet de couple de torsion qui exerce un moment mc égale moins c fois θ. Le pendule pesant. Alors, on appelle pendule pesant tout solide mobile autour d'un axe fixe delta ne passant pas par son centre de gravité G. Axe delta qui passe par le point, par exemple, point O. Le pendule pesant aussi sur l'effet de son poids qui exerce un moment de rappel, le moment de P par rapport à delta égale moins mg fois OG fois sinus θ. Donc le mouvement oscillatoire des pendules pesants il est dû à son poids P qui essaie de ramener le pendule vers sa position d'équilibre représenté par ce trait vertical discontinu. Alors pour le moment de la force P, du poids P, pardon. Alors dans cet exemple, le poids P il tend à faire tourner le système dans le sens négatif, donc le moment de P sera négatif. Donc le moment de P sera égal moins P fois D. C'est quoi D? D c'est la distance qui sépare la direction de la force avec l'axe de rotation. Donc on va prolonger la direction du poids. Donc D c'est la projection orthogonale sur cette direction. Donc mathématiquement la plus petite distance c'est la projection orthogonale. Ok, l'angle droit, ça c'est petit d. L'angle θ c'est celui-ci. Donc d'après la figure, on a sinus θ c'est d sur OG. Donc sinus θ qui est égal d sur OG. Donc la distance d sera égale OG fois sinus θ. Donc OG fois sinus θ, c'est la distance petit d. Et P qui est égal M fois G. Donc le mouvement de P c'est moins mg fois OG sinus θ. Donc c'est le pendule de torsion. On a dit que ce pendule va osciller sur l'effet de son poids. On va voir une petite simulation. Pendule de pesant. Pendule pesant formé par un solide qui tourne autour d'un axe delta fixe qui ne passe pas par son centre d'inertie G. Donc un exemple de pendule pesant. On écarte le pendule de sa position d'équilibre. La flèche en bas en bleu représente le poids. Donc le poids qui va essayer de ramener le pendule vers sa position d'équilibre verticale. Donc le système va osciller autour de sa position d'équilibre. Donc le dernier exemple, c'est le pendule simple. Un pendule simple est un solide ponctuel de masse petit m fixé à l'extrémité d'un fil inextensible de masse négligeable et de longueur petit l. L'autre extrémité des fils est fixe en un point O. Donc un pendule simple formé par un fil et un corps ponctuel S. Le pendule simple oscille sur le fait de son poids. Donc la même chose que le pendule pesant, c'est le poids qui va essayer de ramener le pendule vers sa position verticale représentée par ce trait discontinu. Donc c'est l'effet de son poids qui exerce un moment de rappel. Le moment de P égale moins mg fois OG fois sinus θ égale moins mg fois L sinus θ. Donc de la même façon, le moment du poids, donc on va prolonger la direction de la force P, la projection orthogonale sur l'axe de rotation, donc c'est la distance T. L'angle θ c'est celui-ci, donc θ. Donc le moment de P par rapport à delta sera négatif. Donc c'est moins P fois D. La même chose, P c'est mg. On a sinus θ qui est égal à D sur OG. Avec sinus θ
est égal D, la distance D sur OG, avec OG c'est L, donc D égale L sinus θ. Donc D c'est L sinus θ, c'est ça petit d. MG c'est P, donc c'est moins MGL fois sinus θ. Donc on va voir une petite simulation des pendules simples, donc un pendule simple formé par un fil avec un corps ponctuel. On écarte le corps de sa position d'équilibre et on le libère, donc il va osciller autour de sa position d'équilibre représentée par ce trait bleu discontinu. Donc c'est ça la position d'équilibre stable. Donc on a un mouvement oscillatoire. Ok, donc c'est ça le pendule simple. Alors, paragraphe 3, les grandeurs physiques caractérisant un oscillateur. Donc la première grandeur, c'est la position d'équilibre stable. Alors, qu'appelle-t-on position d'équilibre stable? C'est la position à laquelle le système tend à y revenir lorsque l'on l'écarte légèrement. Alors, on va revenir à la cas de pendule simple. Cette position, c'est la position d'équilibre stable. Lorsqu'on écarte le pendule de cette position, elle va essayer de revenir à cette position. Donc, c'est ça la position d'équilibre stable. Donc, le système oscille autour de cette position d'équilibre. Donc, la position d'équilibre stable, c'est par définition la position à laquelle le système tend à y revenir lorsque l'on l'écarte légèrement. La période propre T0. Donc, appelle-t-on la période propre T0? La période propre T0 d'un oscillateur libre, donc un oscillateur libre, c'est-à-dire qu'il effectue des oscillations sans aucun apport d'énergie des milieux extérieurs. Et ce mot oscillation libre, ou bien oscillateur libre, on l'a déjà utilisé en électricité dans la leçon des oscillations électriques libres, circuit LC. Donc la période propre T0 d'un oscillateur libre est non amortie et la durée qui sépare deux passages consécutifs de l'oscillateur par la même position et dans le même sens. Son unité dans le système international est la seconde. On la note bien sûr S. S c'est seconde. On revient au cas du pendule simple. On écarte le pendule de sa position d'équilibre et on le lâche. Donc il va effectuer un mouvement d'oscillation autour de sa position d'équilibre. C'est quoi la période? Par exemple, c'est la durée qui va séparer le passage du pendule, par exemple, de cette position. Il va osciller, il va revenir à cette position. La durée entre deux passages consécutifs par la même position, c'est la période. Donc on a ici un chronomètre. Je vais essayer de mesurer la période de cet oscillateur. Lorsque le pendule va passer par cette position, je vais déclencher le chronomètre. Lorsqu'il va revenir, je vais arrêter le chronomètre. Hop, on déclenche et on arrête. Donc 1 seconde 46 centièmes, c'est la période de l'oscillation. En fait, l'oscillation, c'est un mouvement de va-et-vient vers le même point. Période 1, lorsqu'on revient, c'est la période. Remarque, la période correspond à la durée d'une oscillation complète, c'est-à-dire un aller-retour ou un va-et-vient. L'amplitude. L'amplitude des mouvements d'un oscillateur libre est non amortie et la valeur maximale positive qui prend la grandeur physique associée à l'oscillateur. Par exemple, dans le cas d'un pendule pesant simple ou de torsion, l'amplitude θ max est l'angle maximal. θ max s'exprime en rad. Pour un pendule élastique, l'amplitude est la valeur maximale de l'abscisse x, c'est x max. Alors revenons toujours à l'exemple du pendule simple. Par exemple, je vais prendre 30 degrés ou bien pi sur 6. Donc on va libérer le pendule. Donc il va effectuer un mouvement d'oscillation entre une valeur maximale pi sur 6 et une valeur minimale moins pi sur 6. On prend le 0, la position d'équilibre. Plus pi sur 6, moins pi sur 6. Donc l'amplitude, θ max égale à pi sur 6. Pi sur 6 au 30 degrés. Donc l'amplitude, c'est grandeur positive mesurée à partir de la position d'équilibre vers la plus grande valeur atteinte par la grandeur qui caractérise l'oscillateur. Par exemple, dans ce cas, c'est l'angle θ. Donc θ max. Donc on va voir dans le cas d'un pendule
élastique. Donc la position d'équilibre c'est 0. La valeur maximale c'est 10 cm. Donc X max c'est 10 cm. Si on a moins 10 cm. Donc X max est mesuré à partir de 0 vers la valeur maximale. Donc c'est X max. Donc graphiquement, donc on mesure X max à partir de 0 vers la hauteur maximale. Donc c'est ça l'amplitude. De 0 vers la valeur maximale. Donc, ici c'est X max, ici c'est moins X max. Donc l'amplitude est peut-être soit un angle, dans le cas de pendule pesant, ou pendule élastique, ou pendule tension, soit un abscisse, comme c'est le cas dans le cas d'un pendule élastique. À propos des pendules élastiques, on a vu la simulation des pendules élastiques horizontales. On peut voir aussi les simulations des pendules élastiques verticales. Donc on a ici un exemple de pendule élastique verticale. On écarte le pendule et va osciller autour de sa position d'équilibre. Donc c'est un pendule élastique vertical. On revient au cours. On va voir le paragraphe 4, le phénomène d'amortissement. Alors dans les expériences ou les simulations qu'on a vues, on a toujours négligé les frottements. Donc on va voir maintenant le cas où les frottements ne sont plus négligeables. On va voir le phénomène d'amortissement. Donc en absence de frottement, on obtient des oscillations libres, sinusoïdales et périodiques. C'est le régime périodique. Encore une fois, le terme de régime périodique, on l'a déjà vu dans les oscillations électriques. Dans les oscillations électriques, on obtient un régime périodique lorsque la résistance R des circuits est nulle. Dans la mécanique, les oscillateurs mécaniques, on obtient un régime périodique lorsqu'on néglige les frottements. Donc en absence de frottement, on obtient un régime périodique. En régime périodique, l'amplitude de l'oscillateur reste constante. Donc l'amplitude, c'est la valeur maximale, mesurée à partir de 0. Donc, par exemple, ici, c'est X max. C'est ça l'amplitude. Donc on a ici X max, ici c'est moins X max. Moins XM. Donc l'amplitude mesurée à partir de 0 vers la valeur maximale. Bien sûr, on a la période propre, puisqu'il s'agit d'un régime périodique. Donc on a ce qu'on appelle la période propre, mesurée entre deux maximums ou entre deux minimums. T0, T0. Donc les oscillations périodiques, l'amplitude reste constante puisqu'il n'y a pas de dissipation de l'énergie. Alors on va voir le cas où on a présence de frottement. Donc, en présence de frottement, lorsqu'on écarte un oscillateur mécanique de sa position d'équilibre stable et on l'abandonne sans vitesse initiale, il effectue des oscillations libres. Leur amplitude diminue progressivement et l'oscillateur finit par s'arrêter. On dit que les oscillations sont amorties. Donc la cause de l'amortissement, c'est la dissipation d'énergie par frottement. Donc en mécanique, on a expliqué l'amortissement des oscillations électriques, pardon, en électricité, on a expliqué l'amortissement des oscillations électriques par la dissipation d'énergie par effet Joule dans la résistance des circuits. En mécanique, on explique le phénomène d'amortissement par la dissipation d'énergie due aux présence de frottement. On va voir une simulation du phénomène d'amortissement d'oscillateur mécanique dans le cas d'un pendule pesant. Donc on va prendre le cas d'un pendule pesant. Premier cas, on va négliger le frottement. Donc on va négliger le frottement, on libère l'oscillateur, pardon, on va écarter l'oscillateur de sa position d'équilibre, puis on le libère. Donc il va effectuer un mouvement périodique, sinusoïdal et non amorti. Donc absence de frottement, donc on obtient un régime périodique. Bien sûr la durée entre deux maximum ou entre deux minimums c'est la période. L'amplitude c'est 10 degrés. Normalement il faut l'exprimer en radium. Ça fait pi sur 18 rad. L'amplitude est mesurée à partir de 0. Donc c'est le cas d'un régime périodique où on néglige les frottements. Alors prenons le cas, c'est les frottements ne sont plus négligeables. On va écarter le pendule de sa position d'équilibre, puis on le libère. Alors remarquons que l'amplitude des oscillations va diminuer progressivement au cours du temps jusqu'à ce qu'elle s'annule. On obtient ce qu'on appelle un régime pseudo-périodique. C'est un régime pseudo-périodique. L'amplitude diminue progressivement au cours du temps. La durée entre deux maximums successifs, c'est la pseudo-période.
période. Donc on ne parle plus de période propre, mais on utilise le terme pseudo-période qu'on considère en général qu'elle est à peu près égale à la période propre. On va augmenter l'intensité de force de frottement. Dans ce cas, il s'agit d'un frottement fluide puisqu'on a utilisé des plaques. Donc les frottements se font entre les plaques et l'air. On va écarter le pendule. Hop, l'amortissement est très fort. Donc l'oscillateur revient très vite vers sa position d'équilibre. Mais on a toujours un régime pseudo-périodique. On va augmenter ensuite l'intensité de la force de frottement en ajoutant un bassin plein d'eau. Donc encore une fois, c'est un frottement fluide. Un frottement fluide, c'est un frottement qui se fait entre un solide et un fluide. Fluide soit l'air, soit pardon, un gaz, soit un liquide. Par exemple, dans ce cas, c'est l'eau. On va écarter le pendule de sa position d'équilibre. On le libère. Donc il revient très vite vers sa position d'équilibre sans osciller. Donc il n'y a pas d'oscillation. On revient directement vers la position d'équilibre sans oscillation. On va augmenter encore une fois l'intensité de la force de frottement. On écarte le pendule et on le libère. Et on n'a plus d'oscillation. Le système revient vers sa position d'équilibre sans osciller. Donc c'est un régime apériodique. Donc selon la nature des frottements, donc si les frottements sont faibles, on obtient un régime pseudo-périodique, comme c'est le cas ici, donc un régime pseudo-périodique. Si les frottements sont très grands, on a un régime apériodique. Et bien sûr, en absence de frottement, on obtient un régime périodique. L'amplitude reste constante. On a ici la période propre. On revient. Type de frottement. Alors, il existe deux types de frottement. Frottement solide et frottement fluide. Alors, c'est quoi les frottements solides, les frottements fluides? Frottement solide, c'est lorsqu'il y a frottement entre un corps solide et un autre corps solide. Par exemple, si on prend le cas d'un pendule élastique horizontal, un ressort et un corps solide qui se déplace sur un plan horizontal. Donc, présence de frottement, on aura ici un frottement entre un solide S et un plan horizontal qui est un solide. Donc, on parle d'un frottement solide. Un frottement fluide, lorsqu'on a un frottement qui est dû à un fluide, soit l'air, soit un gaz, soit un liquide, comme on l'a déjà vu dans la simulation. Ici, par exemple, on a un frottement fluide entre le pendule et l'air. Cette plaque est un frottement fluide exercé par l'air, par exemple, dans un régime pseudo-périodique. Alors, remarquons que dans le cas d'un frottement fluide, l'amplitude des oscillations est diminuée au cours du temps de façon exponentielle. Si on prend les maximums à partir de ce point, etc., donc on suit les maximums, on remarque que cette amplitude va diminuer exponentiellement. Et c'est ça la différence entre frottement solide et frottement fluide. Dans les frottements solides, l'amplitude diminue de façon linéaire, c'est en ligne droite. Dans les frottements fluides, l'amplitude diminue de façon exponentielle. Et au lieu de parler bien sûr de la période propre, on parle ici de la pseudo-période. Donc c'est la pseudo-période qu'on considère qu'elle est à peu près égale à la période propre, comme on a déjà vu en électricité. Donc les différents régimes d'oscillation amorties. Selon l'importance de l'amortissement, on distingue trois régimes. Un régime pseudo-périodique, c'est le régime 1. Donc l'amplitude diminue progressivement au cours du temps jusqu'à ce qu'il s'annule. Un régime critique, donc la courbe 2, l'oscillateur revient à sa position d'équilibre stable sans osciller. Et un régime apériodique, l'amortissement fort, l'oscillateur met une durée suffisamment longue pour revenir à sa position d'équilibre stable sans osciller. Donc comme c'est le cas de l'électricité, selon la valeur de la résistance R, on distingue soit un régime pseudo-périodique, c'est R est faible, un régime critique ou un régime apériodique lorsque R est très grand. La même chose ici en mécanique, régime pseudo-périodique, régime critique et apériodique. Rappelons que le régime critique, c'est l'étape transitoire entre les régimes pseudo-périodiques et le régime apériodique. C'est la fin des régimes pseudo-périodiques et le début du régime apériodique. On appelle un régime critique. Ainsi se termine
je termine pardon, cette première partie de la leçon dans laquelle on présenté pardon, les oscillateurs mécaniques qu'on va étudier après en détail en commençant par le pendule simple qui sera l'objet de la prochaine séance. Donc au revoir et à bientôt.